On parlait d'un sujet très polémique. En effet, les partisans du voyage sur Mars soutiennent les théories d'Elon Musk. De l'autre côté, nous avons Idriss Aberkan qui nous propose un monde sur le biomimétisme qui nous rapprocherait de la Terre et serait en quelque sorte un voyage vers la Terre. Lequel des deux mondes de la recherche préférez-vous? Question du jour. Dans quel pays se trouve le plus ancien édifice religieux du monde? A. En Égypte. B. En Tunisie. C. Au Mexique. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne louperez plus aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Idriss Aberkan, chercheur en biotechnologie et notamment connu pour ses recherches en neurosciences, est un chercheur atypique. En effet, il est le premier à parler d'amour, de passion, de la recherche. Bien sûr, il est aussi l'un des premiers à notre époque à parler de sagesse dans le monde de la recherche. En effet, si pour Idriss Aberkan, science sans sagesse n'est que ruine de l'esprit, sa vision modérée et optimiste contraste avec celle d'un monde scientifique très majorement pessimiste et consumériste. Sa vision est celle d'un monde tourné plutôt vers la recherche des technologies telluriques, jugées plutôt. La nature, c'est une bibliothèque. C'est vraiment ça le sujet. Je voudrais revenir... Donc ce bouquin, du coup, je le garde. Voilà, j'ai gardé celui-là parce que vous allez voir qu'il est vachement intéressant. Il a été écrit par un Belge, Gunther Pauli, qui pose une idée très simple. C'est que pendant 300 ans, on a vécu dans l'idée que nature et industrie, on ne pouvait pas avoir les deux. C'est-à-dire que là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et là où il y a de la ville, là où il y a de l'emploi, pardon, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et on ne peut pas avoir les deux, nature et emploi, c'est pas jouable. Voilà. Et ça fait 300 ans qu'on vit dans cette idée-là, que vous ne pouvez pas avoir nature et prospérité en même temps, qu'il y en a forcément un des deux qui va mourir. Et pour l'instant, pour créer la prospérité, on détruit la nature. En fait, ça c'est un mensonge. On peut avoir les deux. La nature, c'est une golden girl. Bon, la nature est belle. La valeur économique de la beauté de la nature, ça saute aux yeux. Je veux dire, un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Jusque-là. Et à New York, ils ont fait Central Park. Manhattan, c'est un des immobiliers les plus chers au monde. Ils ont quand même immobilisé du foncier pour faire Central Park. Et Central Park, c'est plus grand que Monaco. On peut faire tenir Monaco dans Central Park, qui est le foncier le plus cher au monde d'ailleurs. Mais si vous disiez aux New-Yorkais, vas-y, on crame tout et puis on met des bâtiments, ils diraient non. Donc la beauté de la nature, c'est déjà une évidence comme valeur économique. Mais je vais vous montrer qu'en fait, elle a aussi une valeur bien au-delà. C'est pas seulement sa beauté qui a de la valeur. Au XXIe siècle, nature et emploi vont travailler ensemble. Parce que la nature, c'est le meilleur économiste sur Terre. Alors entrons dans le vif du sujet. Ça, c'est le nouveau campus d'Apple. Ils sont pleins aux as. Ça leur a coûté 4 milliards, ça. Quand ils téléphonent à leur banque, Apple, la banque répond « Votre compte est créditeur du PIB du Qatar, plus le budget de défense français. » Et quand je dis ça aux ricains, ils disent « Mauvais exemple. » Ça, c'est Bagdad, ça a influencé Apple. Et en fait, Bagdad, c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est de là que vient le mot algorithme et le mot algèbre. Et là, vous voyez, dans les deux cas, il y a vraiment l'idée qu'on extrait de la connaissance et que la nature est au cœur de la cité. Au cœur de la cité, il y a un jardin, qui est le symbole du paradis. Ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche que Bagdad après. Là, Bagdad creusait de la connaissance. Ce qu'il vendait au monde, c'était de la connaissance, capitale mondiale des mathématiques. Donc, quand on extrait de la connaissance, on est plus riche que quand on extrait du pétrole. Et ça, c'est pas nouveau. C'était valable à Bagdad, mais c'est valable encore aujourd'hui pour Apple. C'est valable pour Facebook, qui vaut 300 milliards en bourse, alors que Total vaut 90. Total fait du pétrole, Facebook fait de la donnée. Si vous extrayez de la connaissance, vous êtes plus riche que si vous extrayez du pétrole. Et je ne connais pas un seul pays dont l'économie soit basée sur la connaissance, qui soit moins riche par habitant qu'un pays dont l'économie est basée sur le pétrole. Donc, quand vous creusez du pétrole, au bout d'un moment, vous touchez le fond. Mais quand vous creusez de la connaissance, à quel moment vous touchez le fond? À quel moment vous pouvez dire « ça y est, j'ai extrait toute la connaissance possible » Alors, pour en revenir à la nature, ça c'est une diatomée. Et son squelette, il est en verre, donc en oxyde de silicium. Quand la nature fait du silicium, ça ressemble à ça.
Quand nous, on fait du silicium, ça ressemble à ça. Voilà, la mémoire de vos téléphones, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est la nature. Ça, c'est nous. Ça, c'est une algue, en fait. Et il y en a dans l'air, là, parce qu'on est suffisamment proche de la mer pour qu'il y en ait dans l'air. Ce sont des diatomées. Et elles impriment le silicium mieux que nous. Vraiment. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces électroniques Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en nous narguant depuis 60 millions d'années, les bougresses, parce que ça fait 60 millions d'années que les algues savent le faire. Donc la nature nous met des claques en permanence. Produits, procédés, la nature fait mieux que nous. Donnez un petit exemple tout bête. Samsung étudie cette petite sèche, ce petit sépiolide-là. Samsung l'étudie. À votre avis, pourquoi? Samsung, c'est pas une animalerie, pourquoi ils étudient ça? De tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. Je démarre pas ma bagnole en rentrant chez moi, on est d'accord? En fait, c'est le meilleur écran connu sur Terre. C'est le meilleur écran connu sur Terre. On ne connaît pas d'écran plus performant que cette petite sèche. On appelle ça un optical métamaterial. Donc il y a eu les LED, il y a eu les AMOLED, il y a eu les plasma, il y a eu LCD, et les nouveaux écrans plats, en fait, c'est ça, concrètement. Je plaisante pas, c'est un taux de rafraîchissement supérieur aux écrans commerciaux. On peut le chiffonner, ça s'auto-répare, ça consomme moins d'énergie. Et aujourd'hui, les grandes sociétés qui fabriquent des écrans étudient cette petite sèche. Donc vous imaginez, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un examen écrit. Vous avez un examen, et l'examen, c'est les nouveaux écrans dissertés. Voilà, vous avez 10 ans. Et dans cet examen, il y a l'élève Samsung, il y a l'élève LG, il y a l'élève Apple, qui sont là en train de plancher pour essayer de résoudre le problème. Mais l'élève Samsung, dans sa poche, il a la petite sèche qui lui donne toutes les réponses. C'est donc une anti-sèche. Idriss Aberkan, humoriste. Mariage, première communion, bar mitzvah. Bon, le sujet, c'est ça. La nature, elle a un CV en or, en fait. La nature, il faut la recruter. Si vous voulez, la pauvre nature, on l'a attaquée sur son CV. Hein, on l'a attaquée, on lui a fait croire qu'elle n'était pas économiste, par exemple. La nature est le meilleur économiste sur Terre. Il n'y a pas d'économiste plus performant que la nature, en fait, aujourd'hui. C'est elle qui sait créer de la richesse. Et si on crée de la richesse comme elle, on va être encore plus riche. Sauf qu'on ne va pas la détruire. Ce petit coquillage, il est très toxique. Vous avez vu, il est flashy, déjà. Hein, il est flashy. Dans la nature, en général, ce qui est flashy est venimeux. C'est une règle. Hein. C'est flashy, venimeux. Il y a plein d'animaux qui vérifient cette règle. Les abeilles, les guêpes, les amanites tumouches, Kim Kardashian, la reine d'Angleterre, Roselyne Bachelot. Et donc, ce petit coquillage ne fait pas exception. Il est très, très, très toxique. À votre avis, alors du coup, sa molécule, sa toxine est très puissante, et une toxine puissante en biologie, ça vaut beaucoup d'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une toxine puissante, ça veut dire en fait qu'elle est précise, et une toxine précise, ça n'a pas de prix en biotechnologie. Du coup, elle vaut une blinde. À votre avis, combien? On va partir de l'or, on va fixer la barre très haut. Allez, 35 000 € le kilo, qui dit mieux? Allez-y, hein, c'est pas comme si c'était votre argent. 1 million? Plus. 2 millions. Plus. Très bien. 6 millions? Il y en a qui vont repartir avec, là, je sens. 100 millions, c'est plus. Vous avez atteint la limite. Je vous laisse faire le calcul. « 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin, en comparaison. Non mais vous rigolez, mais c'est même pas une vanne en fait. C'est-à-dire que si vous vous amusez à calculer le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter avec un lingot d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Eh bien, vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec 1 kg de muconotoxine. Ce coquillage, qui peut vous produire parfois jusqu'à 1 mg par mois, eh bien, il est vendu sur les marchés 3 $ comme souvenir. C'est-à-dire que les mecs le pêchent, ils le tuent, et puis ils le vendent 3 $ comme souvenir. Ah, j'ai un business model qui marche. Alors imaginez, je vous offre une bague Tiffany dans une boîte. Voilà. Vous jetez la bague, vous gardez la boîte. Si vous faites ça, vous êtes un chimpanzé, techniquement. Parce qu'un chimpanzé, c'est rigolo la boîte, ça fait clap-clap, c'est marrant. Bon, un chimpanzé, vous lui filez un bouquin.
Vous lui foulez un bouquin pas sérieux, typiquement le mien. Fausse modestie, hein, de toute évidence. Eh bien, il le voit comme un objet physique, la pauvre bête. C'est pas un objet intellectuel, c'est un objet physique. Bon. La nature, on la voit comme un objet physique. Alors que c'est pas un objet physique seulement, c'est aussi un objet intellectuel. La nature est un livre. Encore une fois, ce qui est précieux dedans, c'est ce qui est écrit. Nous, la nature, on la voit comme un truc qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Donc du coup, on voit la dimension matérielle. Mais la dimension immatérielle, d'abord, un, elle vaut beaucoup plus de pognon. Mais deux, justement, si on la protège, on ne détruit pas la nature. Si vous avez hérité une bibliothèque de votre pépé, la meilleure façon de faire de l'argent avec, c'est pas de la vendre au kilo. C'est de la louer, par exemple. C'est une bibliothèque. Il ne faut pas vendre des livres au kilo. La nature, c'est comme ça qu'on la traite. Vraiment. C'est-à-dire, vous avez hérité, encore une fois, de 15 étagères avec des bouquins dessus, et vous dites, super, je vais pouvoir devenir marchand d'étagères. Bah, c'est ce qu'on fait avec la nature. Hein. Aujourd'hui, au Brésil, on la crame pour faire du soja. Donc l'espace, on va garder le foncier, puis tout ce qui était sur les étagères, on le brûle. Aucun intérêt. La nature est un solilès géant. Je vous laisse visualiser. Solilès, c'est vrai qu'on voit que la majorité sont des étudiants qui n'ont pas connu. Le solilès, c'est un bout du poulet, et ça s'appelle le solilès parce qu'on le jette, alors qu'en fait c'est super bon. Voilà, tenez-le vous pour dit. Ça va changer votre vie, ce genre d'information, on est d'accord? Mais la nature, on jette ce qu'il y a de mieux. Si la nature était une huître, on jetterait la perle, on garderait la coquille. Elon Musk est un entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur d'origine sud-africaine. Ingénieur en aérospatial, inventeur et investisseur de génie, il est le chercheur le plus atypique de notre génération. En juin 2002, désabusé par la NASA qu'il estime manquer d'ambition, Elon Musk fonde sa troisième société, SpaceX Exploration et Technologie, dont il est l'actuel CEO. Elon Musk est plus connu du grand public pour sa participation à la société Tesla. Il est aussi également connu pour avoir créé X.com, qui deviendra plus tard PayPal, mais cela est un détail. Certains médias font de Elon Musk un véritable boulet médiatique. Et pourtant, on pourrait penser que bien au contraire, il est un génie à sa façon d'attirer les médias et de les pourfendre. Elon Musk est en quelque sorte le Robert Downey Jr., le Iron Man de la réalité. Donc en plus d'être un inventeur de génie, c'est surtout un grand visionnaire. Jugez plutôt. Some people think I'm an alien. Not true. Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. When starting SpaceX, I thought the odds of success were less than 10%. And I just accepted that actually probably I would just lose everything. It's cost me a Concorde, a railgun, and an air hockey table. But if they did a three-way and had a baby somehow.
You know, until people see like robots going down the street killing people, like they don't know how to react. There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. I don't think you'd necessarily want to be me. I don't think people would like it that much. Vous l'aurez bien compris, nous voilà donc face à deux dilemmes. Deux visions du monde de la recherche, qui s'opposent. Alors oui, d'un côté Elon Musk, qui propose un voyage vers Mars et bien sûr la colonisation de cette dernière, comme seul projet d'expansion de l'humanité, et de l'autre Idriss Aberkan qui propose plutôt un retour vers la Terre-mère et une étude de celle-ci qui nous permettrait de nous développer bien au-delà des richesses aujourd'hui acquises. Êtes-vous donc pour un voyage sur Mars ou des inconditionnels de Gaïa? Ce qui est sûr, c'est que ce dilemme semble être au centre des préoccupations de la recherche de demain. Mais votre réponse nous intéresse, mettez-la en commentaire. Et bien sûr, la réponse à la question d'aujourd'hui était la réponse B, la Tunisie. L'Hermaillon d'El Guettar est en effet le plus vieil édifice religieux du monde qui date de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Situé dans la région de Gafsa, il s'agit d'un tumulus de pierre, de silex et d'ossements d'animaux, sacrés et vénérés autrefois par nos ancêtres millénaires. Ce sera tout pour moi, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire et à partager avec vous cette découverte et bien sûr cette grande question philosophique du monde de la science qui nous touche tous, qui nous concerne en tout cas, chacun à notre niveau. Je vous remercie à tous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.